Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes avec la fondatrice du bureau d'études Sens et Paysage. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Mélanie Penel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à Épinal, dans les Vosges, où est installé votre bureau d'études Sens et Paysage. Alors, paysagiste en général, on voit bien, mais paysagiste concepteur, c'est peut-être un peu moins clair. Expliquez-nous, Mélanie Penel. Alors, le paysagiste concepteur, c'est le maître d'œuvre des projets, des études d'aménagement de l'espace extérieur. On intervient à toutes les échelles. Donc moi, mon bureau d'études s'appelle Sens et Paysage. Mon ambition est de donner du sens à notre cadre de vie. Je travaille ainsi avec des collectivités sur des projets de mise en valeur de sites naturels, des projets d'aménagement d'espaces publics, de sentiers pédagogiques. Je conseille également les communes dans la gestion écologique de leurs espaces verts. Mais pourquoi ajouter le terme de concepteur au mot paysagiste? Est-ce que tous les paysagistes ne sont pas des concepteurs, Mélanie Penel? Alors c'est un titre qui est reconnu dans le domaine du bâtiment. On ne confond pas l'architecte avec le maçon, le menuisier, le plombier. Dans le domaine du paysage, on a des paysagistes et des paysagistes. Donc ça amène quand même des confusions. Donc le paysagiste concepteur, c'est effectivement l'architecte paysagiste. On travaille sur l'espace extérieur, à l'échelle du jardin comme du territoire. Et pour bien comprendre votre métier, Mélanie Penel, écoutons ce qu'en dit Régis Ambroise. Comment les approches paysagères peuvent-elles aider les aménageurs, ceux qui ont aménagé la ville, ceux qui ont aménagé les campagnes, pour travailler mieux que ce qu'ils font aujourd'hui? Le premier point, c'est que le paysage, ce qu'il apporte, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la singularité de chaque territoire. Donc au lieu de partir sur des modèles, il détecte, c'est son job, les gens qui travaillent sur le paysage, essayent de bien montrer ce que ce territoire a de différent par rapport aux autres. Et ça, donc, il commence par étudier l'histoire à la fois humaine et puis la géographie, pour arriver à comprendre les ressources que l'on peut avoir, sur lesquelles on peut travailler. Et donc, ça va être de contextualiser finalement les solutions qu'on va mettre en œuvre. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Régis Ambroise est ingénieur agronome et urbaniste, aujourd'hui en retraite. Il fut chargé des relations entre agriculture, paysage et développement durable dans ses fonctions successives au ministère de l'Équipement, de l'Environnement, puis de l'Agriculture. Dans l'extrait que nous venons d'entendre, il était l'invité du grand débat sur la transition énergétique de Nantes Métropole le 19 janvier 2017. Vous êtes d'accord avec ce premier point, Mélanie Penel ? Oui, complètement. La démarche de paysage, effectivement, c'est basé sur, avant tout, une observation et une connaissance fine de ce qui fait les spécificités du territoire. Aussi bien à un niveau géographique, à un niveau social, comment on vit sur un espace, sur un territoire. Cette première démarche d'observation, ça permet vraiment ensuite de proposer des solutions d'aménagement qui sont pertinentes et adaptées. En même temps, Mélanie Penel, le paysage est un concept assez compliqué, assez complexe, dans la mesure où on a quelquefois le sentiment de plus subir le paysage que de ne pouvoir intervenir. Je veux dire par là que le paysage, c'est finalement, alors c'est ma définition à moi, ce qui résulte de l'interaction de l'homme avec son milieu. Est-ce qu'on a une réelle prise? Est-ce qu'il y a une définition du paysage? Est-ce qu'on a une réelle prise sur ce paysage? Alors le paysage, c'est effectivement ce qui peut résulter des interactions de l'homme avec son milieu, mais c'est aussi la perception qu'on en a. C'est-à-dire, ça c'est justement la définition de paysage issue de la Convention européenne du paysage. C'est une portion de territoire telle que perçue par les populations. Est-ce que ça veut dire, Mélanie Penel, que chacun finalement voit le paysage qu'il veut bien voir?
Tout à fait. Paysage, c'est pas seulement les beaux espaces où on choisit de partir en vacances ou les endroits qu'on met sur nos affiches ou sur les cartes postales. C'est aussi le paysage de tous les jours, ce qu'on voit quand on ouvre notre porte le matin. C'est-à-dire, c'est aussi des champs, des prairies où les agriculteurs travaillent, des endroits qui nous nourrissent. Une zone artisanale ou une zone industrielle. Effectivement, c'est aussi des routes qui peuvent nous permettre de nous relier, mais qui séparent aussi, qui cloisonnent des espaces. C'est aussi des espaces délaissés où on va choisir de mettre nos déchets. Le paysage, voilà, c'est tout ça à la fois. Et la démarche paysagère, la vision du paysagiste, c'est de bien rechercher ce qui explique pourquoi on a façonné de telle manière ou de telle autre un territoire. Alors quand on voit passer quelquefois des camionnettes d'artisans paysagistes, on a finalement une représentation un peu tronquée de votre métier à vous. Mélanie Penel, j'entends par là que sur les camionnettes paysagistes, ça veut souvent dire je passe les tondeuses et je fais un peu l'élagage. On n'en est pas là du tout avec sans ces paysages. Effectivement, moi c'est un autre métier. Comme je le disais en introduction, on a le même nom, on s'appelle paysagiste, mais on n'est pas le même métier. On a différents niveaux de la filière aussi, parce que c'est aussi des gens avec qui je vais travailler sur certains chantiers, par exemple. Et donc votre métier de paysagiste concepteur, Mélanie Penel, c'est une approche finalement très transdisciplinaire. Oui, complètement. Le paysagiste concepteur, j'aime bien dire que c'est un généraliste de l'environnement, des territoires finalement. C'est une profession qui fait la synthèse. Et du coup, j'ai une approche un peu dans tous les domaines, mais sans être pour autant spécialiste. Donc je travaille toujours avec d'autres personnes, avec d'autres métiers, avec des architectes beaucoup, des urbanistes, avec des écologues ou des gens qui sont spécialisés dans la botanique ou dans la faune. Même des historiens. Complètement, des historiens ou des sociologues ou des gens qui travaillent sur du tourisme pour bien comprendre aussi la manière dont on s'approprie un espace. Et à ce moment-là, j'imagine, Mélanie Penel, que vous avez, vous, une perception de la complexité du paysage que précisément ces différents experts dans leur domaine n'ont pas, eux. C'est le rôle de médiateur plus du paysagiste, d'avoir cette vision globale et d'être sur une approche qui est plus sensible en fait. Plus sensible, c'est-à-dire et c'est-à-dire que c'est un métier plus d'intuition, où on est sur une démarche de projet. La démarche de projet, voilà, il y a le premier temps d'observation, de compréhension qui est très important. Et pour ça, on ne se ferme pas des portes à se focaliser sur une approche plutôt qu'une autre. On cherche à comprendre cette complexité et le paysage ou le site va nous parler et nous donner un peu ces clés de compréhension pour donner des idées d'aménagement ou de valorisation. Et vous-même, vous avez donc forcément cette sensibilité que vous évoquez à l'instant, Mélanie Penel. J'imagine que vous la percevez immédiatement dans n'importe quel paysage. Le paysage vous parle en permanence. Oui, le paysage me parle en permanence, c'est mon métier, mais je pense qu'il parle aussi à tout le monde. Le paysage, c'est des émotions, c'est le verger de son enfance où on a passé les jeux, quand on y construit une zone commerciale à la place, ça c'est une émotion de paysage. Et chacun est en mesure d'avoir ces émotions-là. Un proverbe chinois dit que la façade d'une maison n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde. On pourrait dire la même chose à propos des paysages. Quand on est sur des approches paysagères, on sait que le paysage appartient à tout le monde. Et donc, tout le monde doit pouvoir donner son avis et ses connaissances et ses savoirs, etc. Et donc, les approches, les populations, impliquer les populations est une exigence aussi, quand on parle de paysage. Et en travaillant, c'est très intéressant, parce que les populations, elles sont expertes, finalement, de leur territoire. Il y en a un qui est chasseur, il y en a un qui fait du vélo, il y en a un autre qui est élu, le troisième est paysan, etc. Bon, donc sur un territoire, si on fait la somme de toutes ces personnes, elles ont une multitude de compétences qu'elles peuvent apporter dans un débat. Si on donne ça à un expert tout seul, l'expert il est très bon dans son domaine, mais fatalement, c'est obligé, il va oublier d'autres points.
hein. Donc travailler sur l'implication, le débat public, comme ici, c'est quand même vachement intéressant. C'était à nouveau Régis Ambroise lors de l'intervention déjà citée. Rappelons que Régis Ambroise est notamment co-auteur avec la philosophe Odile Marcel du livre « Aménager les paysages de l'après-pétrole » paru en 2015 aux éditions Charles-Léopold Mayer. Cette culture du paysage est assez récente, non, Mélanie Penel ? C'est une question C'est une vraie question. Difficile. Dans notre société, effectivement, la culture de l'espace en général et du paysage en particulier est très peu développée au niveau de l'éducation notamment. On revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, le paysage est une résultante sur laquelle on n'a pas de prise. C'est précisément le discours inverse que vous tenez, vous, Mélanie Penel. Mais c'est les deux. Le paysage, c'est à la fois le résultat, mais surtout une méthode, un moyen, en fait. Alors, Régis Ambroise, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, parle de la participation des habitants et des acteurs du territoire. J'aimerais qu'on approfondisse un peu plus cette démarche, Mélanie Penel. Alors quand on dit que le paysage, effectivement, c'est une question de perception et d'usage, et il est essentiel, à mon point de vue, de s'intéresser à cette dimension participative des projets, puisque chaque projet d'aménagement est finalement unique, puisqu'il a un sens par rapport à une demande locale. Qu'est-ce que les habitants d'un quartier veulent comme espace public, qu'est-ce qu'ils ont comme utilité, ou quel habitant d'un territoire, comment on habite un territoire. Ça va pas être la même chose selon les climats et selon les différents reliefs qu'on peut trouver, ne serait-ce qu'au sein d'une même région. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail, Mélanie Penel ? Est-ce qu'il y aurait par exemple des exemples parmi vos actions, parmi vos clients qui pourraient illustrer ce propos ? Oui, alors je peux citer l'exemple d'un projet d'un sentier pédagogique à Ludre, près de Nancy. Alors là, on a mis autour de la table plusieurs associations locales, des personnes ressources. Donc ça a été des rencontres vraiment, vraiment très riches pour la connaissance du site. On a ainsi rencontré des passionnés de botanique qui nous ont montré où est-ce qu'il y avait des stations d'orchidées. Des endroits où vivent les orchidées, oui. Voilà, c'est ça. Ils nous ont sorti aussi des relevés qu'ils avaient fait plusieurs années, 5 ans, 10 ans auparavant. Ainsi, on a pu retrouver traces d'espèces de plantes qui avaient disparu aujourd'hui du site, mais qui pourraient revenir si on en change la gestion. Donc ça a été vraiment très enrichissant. On a aussi appris plein de choses sur l'histoire du site, sur les oiseaux, la géologie. Pour autant, Mélanie Penel, qui décide finalement, au final, du paysage tel qu'il doit être ? Ce sont les habitants, en l'occurrence, sur ce sentier pédagogique, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres projets. Qui décide au final de ce que doit être un paysage ? Alors, qui décide au final moi, j'aime bien voir le rôle du paysagiste comme médiateur. Puisque à la base, on a quand même une commande. Donc la commande qui vient d'une volonté politique, d'un projet, des élus, d'un conseil municipal, par exemple. Cette demande-là, elle peut venir aussi d'usagers, d'habitants, comme je le disais. Et puis, moi, mon métier, c'est aussi de mettre en face ces demandes par rapport au site. Qu'est-ce que le site est en capacité d'accueillir ? Qu'est-ce qu'il a comme richesse qu'on peut dévoiler ? Le plus souvent, quand je dis dévoiler ses richesses, c'est parce qu'un espace devant lequel on passe tous les jours, on peut en oublier un petit peu ses secrets, ses points d'intérêt. Et mon métier, dans une démarche de diagnostic et d'observation, ça va être aussi de révéler tout ça. Vous parliez un instant de commande publique, Mélanie Penel. On imagine fort bien que l'intention du décideur, ou en tout cas du financeur, ne correspond pas forcément à l'attente et aux besoins des occupants et des habitants. Comment ça se gère ? Alors, ça, c'est aussi toute la finesse de l'approche à avoir dans ce cadre-là. On est rarement dans vraiment une opposition des demandes, mais
il s'agit de bien expliquer, de bien expliquer les différents tenants et les aboutissants. Le paysagiste concepteur, il a aussi un rôle de conseil, voilà, une certaine éthique. Donc par rapport à un projet, à une demande initiale, on s'intéresse fortement à ce que vont en penser les usagers et à ce que le site nous raconte de son histoire, comment est le sol, où passe l'eau, quelles plantes y poussent et quelles plantes n'y pousseront pas. Et c'est à nous justement de présenter les différentes choses pour que le projet soit le plus adapté possible. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez toutes bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Hey, shagadaya, dis donc, oh, ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Les poules et le coq se compte fleurette, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue bien ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Hey, fai da da da, oh, ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissables. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poires. Oh, oh, Friday, day, 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 hey, ah, qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. For hiding, Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sacré géranium, Dick Annegarn, extrait de son premier album éponyme sorti en 1974. Mélanie Penel, pour faire participer la population, vous en arrivez même à mettre en place des ateliers participatifs. Oui, exactement. Là, je peux donner l'exemple de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Je travaille sur la définition de l'aménagement sur 2 sites avec un autre paysagiste concepteur qui s'appelle Julien Berbin. Donc on a mis en place sur un quartier un atelier participatif, c'est-à-dire pendant un après-midi, on a convié les habitants, les associations locales, on est passé par les médiateurs du quartier, par le centre social, et on a parcouru ensemble le site par petits groupes pour se poser la question, qu'est-ce qu'on apprécie sur cet espace, est-ce que un endroit, les arbres qui sont présents, est-ce que la population y est attachée par exemple. Précisément, quelle est la réaction de la population? Est-ce qu'ils sont surpris, intéressés par la démarche? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils manifestent des choses? Oui, là, la réaction a été vraiment très bonne.
Alors le fait d'aborder le site par petits groupes, justement, ça a aidé à chacun de parler, de dire ce qu'il pensait de l'espace, ce qu'il y avait actuellement, ce qui dérangeait, et puis ce qui pourrait être bien dans un aménagement futur. Donc ça, les gens sont vraiment très contents d'avoir la parole et de pouvoir expliquer tout ça. Et est-ce qu'on a le risque ou la richesse, alors, on pourrait dire, Mélanie Penel, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que chacun manifeste ce qu'il ressent du paysage? On pourrait imaginer que certains ont besoin d'être dans des paysages peut-être plutôt très minéralisés, avec des cailloux, du béton, d'autres préfèrent la verdure sauvage, d'autres aiment la verdure plutôt bien léchée, le béton vert. Vous, en tant que paysagiste concepteur, comment vous gérez tout ça? Comment vous médiatisez tout ça? Alors effectivement, on a des points de vue qui peuvent être très différents et très divers. Le but de ces démarches de concertation, ça va pas être d'additionner l'aménagement d'un espace. C'est là, ce n'est pas la somme de toutes les envies, toutes les idées. Là, on est vraiment dans la démarche de conception de l'espace, justement, où le but, ça va être de donner un fil conducteur, une ligne directrice, un parti pris, on peut dire, pour l'aménagement du projet. Et derrière ce parti pris, on va pouvoir répondre à certains besoins, certaines attentes, peut-être mettre le doigt aussi sur des attentes qui ne seraient pas forcément en cohérence avec le site. Toujours notre rôle de conseil, ça va être aussi d'élargir la réflexion. Quand on s'intéresse à un espace, par exemple, le diagnostic, on regarde quel autre espace public il y a dans la ville, comment il fonctionne, est-ce qu'il y a une complémentarité et est-ce que les demandes aussi sont cohérentes. Si par exemple on a une forte demande d'aire de jeu et qu'en fait on s'aperçoit qu'à moins de 500 mètres on en a déjà plusieurs, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas. Donc pourquoi c'est dans ce sens-là où on ne va pas s'intéresser seulement à notre espace sur lequel où il y a la commande, mais il y a peut-être des propositions d'amélioration à faire sur ce qui existe déjà. Et puis votre domaine d'activité, Mélanie Penel, est très large. Je viens de parler des sentiers pédagogiques, mais ça va bien au-delà. Oui, je travaille aussi sur tout ce qui est insertion paysagère et écologique des projets d'aménagement. Alors par exemple, j'ai travaillé avec un syndicat de rivière qui avait un projet d'aménagement de protection contre les inondations. C'est assez à la mode en plus en ce moment, on va dire. Malheureusement, le risque inondation se ressent de plus en plus dans nos territoires. Donc là, le syndicat de rivière travaillait avec un bureau d'études hydrauliques qui a fait des modélisations selon les différents types de crues, décennales, cinquantennales, centennales. Là, c'est très technique. Voilà, c'était très technique et ils en sont arrivés à des propositions vraiment d'aménagement de protection au niveau des bourgs pour des zones qui sont construites en zones qu'on appellerait inondables aujourd'hui, des anciens villages et qui sont à protéger. Où est-ce que j'interviens, moi, dans tout ça? Il s'avère que comme on était au centre des villages, on était dans des périmètres monuments historiques, avec vraiment une très forte contrainte patrimoniale. Un château en pierre, des bâtiments patrimoniaux. Et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi d'un point de vue visuel. Il ne s'agit pas de construire des murs ou de remodeler des berges sans prendre en compte les notions de perception. Qu'est-ce qu'on voit depuis la rue, qu'est-ce qu'on voit depuis les jardins, quand on voit le château et qu'on voit l'aménagement de la berge, comment on peut harmoniser toutes ces perceptions. On n'y pense pas, mais les pesticides, outre leur impact terrible sur notre santé, la biodiversité, la qualité de l'eau et de l'air, vont jusqu'à impacter notre culture. Enfin la paix. Ils avaient déclaré la guerre aux fleurs, aux papillons. Ils ont empoisonné l'air, l'eau, la terre nourricière. Mais comme un souffle libérateur, la paix est venue, annonciatrice d'une euphorie de couleurs et d'une explosion de vie. Bye bye pesticides, bye bye.
Ah non, ça c'est clair, il n'y aura plus de pesticides. Quelles sont les techniques alternatives qu'on peut mettre en place? Réfléchir à des alternatives possibles. En 5 ans, pas une seule fois, on a utilisé un insecticide. On a laissé la nature s'exprimer. Pour se passer de désherbants chimiques, il faut que la population accepte qu'il y ait un peu plus d'herbe. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La bande-annonce de Bye Bye Pesticides, un docu-comédie d'Éric Fretel sorti en 2016 qui montre comment des villes et des villages se sont débarrassés des pesticides. La loi Labbé et la loi relative à la transition énergétique interdisent aux collectivités l'utilisation de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017. En quoi cela impacte-t-il votre métier de paysagiste concepteur, Mélanie Penel ? Alors quand on conçoit un espace public ou un espace vert, on s'intéresse déjà à sa gestion future. Il est important de se poser la question, voilà, qu'un espace qu'on va concevoir, qui va le gérer et comment faciliter cette gestion. Et dans le cadre de cette loi et de l'interdiction de produits phytosanitaires, ça impose un nouveau regard, des nouvelles pratiques dans la gestion des espaces verts. En quoi un nouveau regard, Mélanie Penel ? Alors un nouveau regard parce que l'utilisation des produits phytosanitaires, c'était facile, c'était simple. Et du coup, on est habitué à une ville sans aucune herbe qui dépasse, propre, voilà, comme on dit. En fait, c'est propre mais sale de produits chimiques, c'est très contradictoire. Mais on a été habitué à ça parce que c'était facile. Aujourd'hui que la réglementation l'impose, les nouvelles pratiques, c'est pas seulement remplacer une méthode par une autre méthode. Par exemple, il y a les méthodes thermiques, les méthodes mécaniques, il y a des nouvelles machines, des nouveaux outils qui arrivent. Mais aborder ce problème-là par cette dimension technique, c'est important. Il y a d'énormes progrès dans le matériel, mais ça ne suffit pas. On peut aussi tout simplement laisser pousser l'herbe, comme ça se fait maintenant dans beaucoup de villes en France, mais on pense par exemple aussi à la ville de Fribourg, im Breisgau en Allemagne, première ville écologique en Europe, où finalement on trouve des herbes que l'on qualifierait de mauvaises herbes ici chez nous en France, mais qui là-bas poussent librement dans les rues. Alors on peut laisser pousser l'herbe, mais il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour quel espace. Laisser pousser l'herbe, peut-être pas partout. Oui, sur un terrain devant de foot, voilà, les terrains de foot, ça c'est encore une problématique très très spécifique. Mais devant une mairie, sur le parvis d'une église, par exemple, on a vraiment une dimension esthétique qui est importante. Avec un entretien qui va être plus soigné. Mais justement, est-ce que la culture ne peut pas aussi nous amener à considérer des herbes folles ou sauvages, tout simplement, même sur un parvis d'église ? Ah bah oui, ça après complètement. Le constat que je fais, c'est qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Et du coup, pour changer de démarche, appliquer ce qu'on appelle la gestion différenciée, ça va être différencier leur espace en fonction de l'objectif qu'on veut, que ce soit en termes d'esthétique, en termes d'accueil de la nature. Aujourd'hui, ce qui se passe dans encore certaines villes, c'est qu'on entretient partout de la même façon. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le parvis de l'église ou de la mairie, effectivement, c'est important qu'il soit plus soigné, qu'il soit toujours fleuri. Par contre, des espaces dans des lotissements ou plus à l'extérieur de la commune, là, on n'est peut-être pas obligé de venir tondre tous les 10 jours. On peut les imaginer plus, avec des herbes folles comme prairie. C'est un peu le culte du béton vert, précisément, qui nous colle encore un peu à la peau, Mélanie Penel. Voilà, c'est ça. Alors que quand on travaille avec le végétal, on travaille avec du vivant. Ça veut dire beaucoup d'incertitudes. Il faut accepter cette part d'incertitude, parce que des fois, c'est aussi une part de magie, de la nature en ville. Et quand on laisse repousser les prairies ou des bords de murs, on peut aussi avoir des fleurs sauvages qui viennent s'installer et qui ont aussi une sensibilité en termes d'esthétique. Et une raison d'être. Comment réagissent aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des ateliers participatifs dans les communes ou dans les quartiers, comment réagissent aujourd'hui les donneurs d'ordre et puis les usagers précisément de ces espaces à cette modification et cette perception culturelle ? Alors on a des réactions vraiment très très diverses, mais encore beaucoup de réticences par rapport à cette exigence qu'on parlait de propreté, ou alors cette idée que ça va être du travail plus pénible. Tout ça c'est à intégrer, voilà.
Le but, c'est pour ça que je réagissais, le but c'est pas de laisser pousser de l'herbe partout, mais de se poser les questions différemment de qu'est-ce qu'on veut sur quel espace. Il y a la dimension esthétique, mais pas uniquement, il y a la dimension écologique, il y a la dimension humaine, sociale, on va s'intéresser à la pénibilité de la tâche, à l'usage qu'ont les gens d'un espace. Il y a eu aussi pendant très longtemps, Mélanie Penel, peut-être une mode qui perdure encore à certains endroits, d'espèces exotiques. Oui, ça complète la palette, végétale. Dans la ville, tous nos arbres d'alignement sont des espèces qu'on a introduits quelque part. Il ne faut pas non plus avoir un discours noir ou blanc. Là-dessus. Dans des espaces naturels, il est important de privilégier les espèces indigènes. C'est aussi intéressant de les compléter dans nos alignements arborés et dans nos plantations en ville. Peut-on rendre la nature accessible sans la détruire? Vous avez souhaité citer l'exemple des chutes de Moreau, Mélanie Penel. Et là, vraiment, on est dans un endroit incroyable. Si on lève la tête, on a des jeux de lumière à travers les fougères arborescentes. C'est un endroit où le pic de Guadeloupe est présent. Si tu écoutes bien, là. Ouais, il est là, tu l'entends. Ensuite, on a énormément de grilles, de variétés de grilles qui passent là. Un petit peu plus loin, on va arriver au-dessus d'une ravine qui est tout le temps en eau. Et on va entendre vraiment le glou-glou de l'eau qui va couler dans l'air. Et ça, pour les gens qui sont notamment les non-voyants, c'est quelque chose de fabuleux. Ils vont pouvoir découvrir et toucher également. Et toucher cette végétation et l'appréhender. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment la découverte multisensorielle. Ça va être ça. Généralement, ce sont des promeneurs, des randonneurs qui vont là. Là, on va s'adresser à tout le monde, y compris des gens qui marchent mal, des gens qui ne marchent pas du tout, qui sont en fauteuil, des gens qui ne voient pas, des malvoyants, des non-voyants, des personnes âgées, des papas avec des poussettes. Et donc, pour une fois, la forêt guadeloupéenne sera vraiment accessible à tout le monde. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les chutes de Moreau sur la commune de Goyave figurent parmi les plus belles cascades de Guadeloupe. C'était Jean-Luc Maillot, chargé de projet au bureau d'études de l'Office national des forêts, dans une vidéo réalisée par Loïc Moléon pour l'ONF en octobre 2014. Pour vous, un bel exemple d'aménagement intégré, Mélanie Penel? Oui, effectivement, l'accueil du public dans les sites naturels, c'est une autre de mes thématiques de travail. Alors cet extrait vidéo, c'est un petit clin d'œil, vu que j'ai commencé à travailler là-dessus au bureau d'études de l'Office national des forêts en Guadeloupe. Et que vous connaissez avec Jean-Louis Maillan, qui était mon chef de projet. Donc j'ai pas du tout participé à cet aménagement-là, mais je suis allée sur le site alors qu'il y avait les premières idées, les premières pensées. Et du coup, c'était avec grand plaisir que j'ai retrouvé cette vidéo par la suite. Alors, la vidéo n'étant pas très radiophonique, vous allez nous résumer en quelques mots précisément, Mélanie Penel, en quoi consiste l'aménagement des chutes de Moreau? Alors, on part d'une forêt très, très belle et très diversifiée où tous les sens sont en éveil. Voilà, on part toujours d'une observation, on part toujours du site. Donc, à partir de cette idée-là, l'idée a été de mettre en place un aménagement pour éveiller tous ses sens, à la fois le toucher, l'ouïe, la vue, et de le rendre en plus accessible aux personnes handicapées. Donc la création d'une passerelle qu'on a construite sur ce qu'on appelle des technopieux, qui sont tout simplement une passerelle surélevée, c'est ça, qui traverse la forêt? Voilà, c'est ça. Alors, ça a permis aussi, du coup, d'intervenir de manière assez légère sur le site, vu qu'on est sur une passerelle sur des pieux. C'est des techniques aussi quand on intervient sur des milieux humides, par exemple, pour passer à proximité de tourbières. Il faut à tout prix éviter des aménagements lourds, de venir avec des engins dans ces zones qui sont très sensibles, à la fois en termes d'espèces de faune, de flore, mais aussi en termes de compacité des sols. Donc c'est des techniques pour justement créer des sentiers, ouvrir des espaces naturels au public. Mélanie Penel, aujourd'hui, on sait que les espaces naturels disparaissent. La nature sauvage a beaucoup de mal à survivre. Est-il vraiment utile, en plus, d'aménager ces espaces-là ?
Alors, c'est une grande question. Et effectivement, donc, l'objectif, c'est bien de concilier à la fois la préservation d'un site naturel, ses richesses et sa patrimonialité en termes de faune et de flore, et l'ouverture au public. Donc pour ça, il faut bien se poser toutes les questions, bien connaître la faune et la flore, le fonctionnement écologique et hydrologique d'un espace. Et effectivement, tous les espaces ne sont pas adaptés à être ouverts au public. En revanche, les espaces qui le sont, la démarche de projet va être aussi de se dire comment on fait un aménagement pour limiter le plus possible l'impact sur le milieu naturel. Et est-ce que c'est possible ? Et du coup, selon les sites, vraiment, voilà, il n'y a pas une réponse généraliste. La démarche dans mon travail, c'est vraiment d'observer chaque site et du coup d'adapter chaque projet. Peut-être qu'on arrive sur un espace où on imaginait avant faire un sentier qui traverse tout le site, puis on va se dire, ben non, finalement, peut-être qu'un belvédère, pour mettre en valeur un point de vue surplombant, ça va permettre d'avoir une vue générale et en même temps, on ne s'approche pas du cœur du site qui va être fragile. En même temps, la nature, elle s'en passerait bien. Finalement, c'est la demande, là aussi quasi politique, pour justifier d'une certaine manière les efforts de protection que ces collectivités mettent en œuvre. On veut bien protéger, mais à ce moment-là, il faut que ce soit ouvert au public. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée, mais rendre des espaces accessibles, c'est aussi permettre à chacun de renouer contact avec la nature, une promenade en forêt, découvrir des lieux. C'est aujourd'hui, ce besoin de nature est aujourd'hui essentiel pour une grande majorité de la population qui habite en ville. Est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce qu'il peut arriver, Mélanie Penel, que vous disiez, ben voilà, non, sur cet espace-là, un aménagement, un sentier, une mise en valeur par des aménagements n'est simplement pas possible ? Alors, il faut, quand vraiment on est sur un site qui est très sensible, il faut aller jusqu'au bout de ses idées et de sa démarche et savoir dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Et donc dire non. C'est pas, voilà, et donc dire non. Faisant le choix de cultiver nos légumes, on n'a pas pris le chemin qui conduit à la fortune, mais on s'en fout car les saisons nous font à chaque fois plus riches de tout ce qui dormait au plus profond de nos friches. La vie comme la terre se nourrit et sans sémence, et chacun à son gré fera mûrir son existence. On n'a pas l'intention de déplacer des montagnes, mais simplement de respecter comme il se doit la terre, la vie, l'homme. C'est au fil des saisons, dans les jardins de cocagne, que l'on apprend à cultiver tout à la fois la terre, la vie, l'homme. Unissant leurs vertus, la terre, l'eau, l'air et le soleil, font jaillir des forêts, des jardins, des fruits, des merveilles. Cette énergie intarissable, c'est toute la vie qui danse pour célébrer sans fin la beauté de la différence. L'image est trop belle pour que l'on passe à côté sans sentir frémir sous nos ailes comme un vent de fraternité. On n'a pas l'intention de déplacer des montagnes, mais simplement de respecter comme il se doit la terre, la vie, l'homme. C'est au fil des saisons, dans les jardins de cocagne, que l'on apprend à cultiver tout à la fois
la terre, la vie, l'amour. La terre, la vie, l'amour. La terre, la vie, l'amour. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Les jardins de Cocagne par l'auteur-interprète spinalien Jean-Claude Vorgy. Comment devient-on paysagiste concepteur, Mélanie Penel ? Alors, différentes écoles existent en France. Moi, je viens de l'Institut national d'horticulture et du paysage d'Angers, donc, qui s'appelle aujourd'hui Agrocampus Ouest. Donc, c'est une école d'ingénieurs. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir paysagiste concepteur ? C'est comme ça un beau jour en me disant, tiens... parce que c'est un métier qui n'est pas aujourd'hui encore très très courant. Comment l'avez-vous découvert et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là ? Alors effectivement, c'est pas un métier très courant et j'y suis arrivée petit à petit au fur et à mesure de mon parcours, de mes études. J'étais très intéressée par tout ce qui touche aux plantes ou à la nature, au végétal. Et petit à petit, voilà, je suis arrivée à cette formation de paysagiste concepteur qui finalement me convient très bien, puisque comme j'espère l'avoir bien expliqué, on n'est pas seulement sur une approche du végétal, mais c'est une approche très, très générale. Il y a beaucoup de facettes, on touche à beaucoup de domaines. Et ça, comme je suis assez curieuse par nature, ça me convient très bien. Alors, vous avez fondé votre propre bureau d'études, Sens et Paysages, ici à Épinal. Mélanie Penel, mais vous intervenez bien sûr bien au-delà d'Épinal et même de Lorraine. Vous avez aussi une expérience, déjà une pratique professionnelle avant d'avoir fondé votre bureau d'études. Oui, alors j'ai commencé à Épinal, dans les Vosges, en 2005. J'ai travaillé au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc j'étais paysagiste conseil, j'avais des missions auprès des collectivités qui avaient des questions, des problématiques d'aménagement d'un espace, d'extension urbaine, de mise en valeur d'une place ou d'une traversée de village. Au CAUE, on faisait aussi du conseil aux particuliers, donc très, très enrichissant et très formateur de conseiller les gens sur l'aménagement de leur espace extérieur. On peut toujours le faire puisque les CAUE ont toujours encore cette mission de conseil. Ah bah oui, complètement. Il y a toujours un paysagiste au CAUE des Vosges. Et ensuite, j'ai eu la volonté de plus m'intéresser aux espaces naturels. Et j'ai eu l'opportunité de partir à l'Office national des forêts de la Guadeloupe, où là, je travaillais vraiment sur l'accueil du public dans les sites naturels, donc les espaces du littoral ou les forêts. Et quand je suis revenue en métropole, j'ai trouvé un poste en bureau d'études en écologie. Donc j'ai complété encore mes connaissances sur les systèmes écologiques. Et j'ai travaillé dans l'Est de la France et aussi un peu partout. Mélanie Penel, votre bureau d'études s'appelle Sens et Paysages. Le sens a donc beaucoup d'importance dans votre activité. Est-ce que vous parvenez au quotidien, dans votre travail et les relations avec vos clients, à préserver précisément ce sens dans votre activité de concepteur, de paysagiste concepteur ? C'est l'objectif. Je me suis mis à mon compte parce que ça signifie aussi pour moi donner du sens à mon travail. Donc j'ai la chance d'aimer mon métier et je cherche à travailler sur des projets qui m'intéressent, des projets auxquels je crois et à m'entourer de partenaires avec qui j'aime travailler, des visions qui peuvent être différentes. C'est aussi ce qui nous fait progresser, de confronter différentes façons de voir les choses. Vous ne seriez pas aujourd'hui paysagiste concepteur, Mélanie Penel, vous feriez quoi ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai 10 000 idées à la seconde, là. On n'aura plus le temps, mais quelques-unes. Mais j'aime faire des choses de mes mains aussi, mettre les mains dans la terre, être peut-être plus dans ces parties plantation. Alors, ou dans la fabrication, dans le domaine du bois, toujours avec un matériau vivant ou de la pierre. Dans les jardins de Cocagne, par exemple ? Par exemple. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ?
Mélanie Penel, paysagiste concepteur, fondatrice du bureau d'études Sens et Paysages à Épinal, c'est le moment de votre choix. On écoute. En quelques semaines, les premières graines ont germé en salade, radis et autres fraises. Tout est en libre cueillette, avec même le couteau pour se servir. Dans un premier temps, les voisins ont été surpris, certains hésitent, ont du mal à y croire. Mais c'est bien le concept né en Angleterre. On plante d'abord pour les autres, dans l'idée de créer une nourriture abondante pour tous. C'est toute une économie locale qui se retisse par des nouveaux liens entre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les habitants, les élus et les producteurs locaux. Et puis c'est aussi une éducation pour repenser en quelque sorte le rapport à la nature et le rapport à la production et à la nourriture locale. Le propos de François Rouillet, coordinateur national d'Incroyables Comestibles, dans un reportage diffusé sur France 3 Alsace en juillet 2012, pour illustrer votre coup de cœur, Mélanie Penel. Oui, mon coup de cœur, je voulais parler des Incroyables Comestibles. Donc, c'est un mouvement qui est né dans une ville au nord de l'Angleterre, Todmorden, une ville vraiment frappée par la désindustrialisation. Une mère de famille lance une idée, voilà, et si on plantait, si on proposait aux habitants de planter des légumes, des fruits, des plantes comestibles en pleine ville, dans des bacs, dans des parcs, n'importe où. L'idée, c'est aussi de se dire comment je peux faire pour apporter ma part, pour changer la société, et peut-être que commencer à discuter à son voisin et puis produire notre nourriture, c'est peut-être un premier petit pas qui est intéressant. Et effectivement, ça a commencé comme ça, puis l'idée a été reprise dans d'autres villes en Angleterre et puis un peu partout dans le monde. En même temps, Mélanie Penel, ça aurait pu être un coup de gueule, parce que finalement, on s'aperçoit que les légumes, ça pousse relativement facilement pour peu qu'on les sème, qu'on les plante, qu'on s'en occupe, qu'on les arrose, et que c'est de la nourriture à portée de main. Et puis, en réalité, on va chercher de produits et de légumes en particulier dans les supermarchés qui les importent souvent de l'autre bout du monde. Est-ce que vous pratiquez vous-même les Incroyables Comestibles ici à Épinal ? Alors à Épinal, c'est l'association Épinal en transition qui porte le mouvement depuis quelques années. Voilà, ça démarre petit à petit. Que nous avons déjà reçu au micro de Durablement Vôtre. L'année dernière, j'ai entretenu un bac que j'avais positionné juste à côté de la boulangerie. Ma rue n'étant pas très passante. J'avais demandé au boulanger et voilà, ça a déjà initié au moins un échange, une conversation. Lui-même, il venait arroser les petites fraises en fin de journée. Est-ce que ça va suffire à changer le monde, Mélanie Penel ? Alors, changer le monde, c'est un vaste programme. Moi, ça me donne un peu le vertige. Donc, à mon échelle, c'est plutôt faire un petit pas, faire une petite action individuelle. Je pense que si chacun réfléchit comme ça et cherche à faire un acte qui soit positif, dans une bonne volonté, effectivement, on peut changer quelque chose. Votre bureau d'études Sens et Paysages, Mélanie Penel, intervient, on l'a bien compris, dans cette recherche d'esthétique, mais aussi de qualité, qu'on pourrait dire écologique. Vous n'êtes pas heurté au quotidien par tout ce que vous voyez autour de vous ? Ah, bien sûr, on peut être très heurté. Un des sujets, ça va être le traitement qu'on fait aux arbres aujourd'hui, les arbres en ville, mais aussi dans nos jardins, en campagne. On ressent, là, on va dire, un manque de connaissances, mais aussi de sensibilité dans certaines manières de tailler les arbres qui sont très violentes. Quand vous dites une manière brutale, Mélanie Penel, c'est en fait une façon de détailler un peu à la hache, quoi. Hein. On ne respecte pas la silhouette naturelle de l'arbre, c'est un peu ça le problème. Voilà, c'est aussi parce qu'à la base, on ne s'est pas posé de questions au moment de la plantation, à se dire si on est proche d'un bâtiment, cet arbre-là, dans quelques années, quelle taille il aura, comment il va s'élargir, de quoi il aura besoin, de lumière, d'espace. Est-ce que ça ne trahit pas aussi, Mélanie Penel, un déphasage, un décrochage de plus en plus profond et important des agents, tout simplement, alors peut-être aussi de nos concitoyens, mais bien des personnes censées
entretenir la nature, le terme n'est pas forcément adéquat, et qui finalement n'en ont plus aucune connaissance? Là, je parlais d'une manière générale. Il y a des changements de pratiques qui viennent peu à peu. C'est pas quelque chose de simple. Et il faut aussi avoir cette patience et cette humilité d'amorcer des comportements ou d'apporter des connaissances qui sont nouvelles. Avant que nature ne meure. Comment voyez-vous le monde dans les années à venir? On parle de plus en plus de prise de conscience, dit-on, de nos concitoyens. On a vu les réactions face au retrait de Donald Trump de l'accord de Paris. Comment voyez-vous le monde? Est-ce que vous êtes confiante dans la prise en compte de la biodiversité dans notre quotidien, Mélanie Penel? Alors que confiante, oui et non, mais j'essaye de ne pas me laisser miner par le contexte alentour. Et vous y arrivez? Et j'y arrive en faisant des petites actions, en mettant moi-même mon comportement de manière juste par rapport à mes ressentiments et mes convictions. Merci Mélanie Penel pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes paysagiste concepteur, fondatrice du bureau d'études Sens et Paysage à Épinal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site à l'adresse www.sens-paysage.fr. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur www.durablementvôtre.fr.